La Dame de Montsoreau par Alexandre Dumas. Partie 25 du livre audio. Suite du tome 3, 36. Les amis de Bussy. Si les amis du roi avaient passé la nuit à dormir tranquillement, ceux du duc d'Anjou avaient pris la même précaution. À la suite d'un bon souper auquel ils s'étaient réunis d'eux-mêmes, sans le conseil ni la présence de leur patron, qui ne prenait pas de ses favoris les mêmes inquiétudes que le roi prenait des siens, ils se couchèrent dans de bons lits, chez Entraguet, dont la maison avait été choisie comme lieu de réunion, se trouvant la plus proche du champ de bataille. Un écuyer, celui de Ribérac, grand chasseur et habile armurier, avait passé toute la journée à nettoyer, fourbir et aiguiser les armes. Il fut, en outre, chargé de réveiller les jeunes gens au point du jour. C'était son habitude tous les matins de fête, de chasse ou de duel. Entraguet, avant de souper, s'en était allé voir, rue Saint-Denis, une petite marchande qui l'idolâtrait et qu'on appelait, dans tout le quartier, que la belle imagière. Ribérac avait écrit à sa mère. Livarot avait fait son testament. À 3 heures sonnant, c'est-à-dire quand les amis du roi s'éveillaient à peine, ils étaient déjà tous sur pied, frais, dispos et armés de bonne sorte. Ils avaient pris des caleçons et des bas rouges pour que leurs ennemis ne vissent pas leur sang et que ce sang ne les effrayât point eux-mêmes. Ils avaient des pourpoints de soie grise, afin, si l'on se battait tout habillé, qu'aucun pli ne gênât leurs mouvements. Enfin, ils étaient chaussés de souliers sans talons, et leurs pages portaient leurs épées, pour que leurs bras et leurs épaules n'éprouvassent aucune fatigue. C'était un admirable temps pour l'amour, pour la bataille ou pour la promenade. Le soleil dorait les pignons des toits sur lesquels fondait, étincelante, la rosée de la nuit. Une senteur âcre et délicieuse en même temps moulait des jardins et se répandait par les rues. Le pavé était sec et l'air vif. Avant de sortir de la maison, les jeunes gens avaient fait demander au duc d'Anjou des nouvelles de Bussy. On leur avait fait répondre qu'il était sorti la veille à 10 heures du soir et qu'il n'était pas rentré depuis. Le messager s'informa s'il était sorti seul et armé. Il apprit qu'il était sorti accompagné de Rémy et que tous deux avaient leurs épées. Au reste, on n'était point inquiet chez le comte. Il faisait souvent des absences semblables. Puis on le savait si fort, si brave et si adroit que ces absences, même prolongées, causaient peu d'inquiétude. Les 3 amis se firent répéter tous ces détails. « Bon, dit Entraguet, n'avez-vous pas entendu dire, messieurs, que le roi avait commandé une grande chasse aux cerfs dans la forêt de Compiègne, et que M. de Montsoreau avait, à cet effet, dû partir hier ?»« Oui, répondirent les jeunes gens. « Alors je sais où il est, tandis que le grand veneur détourne le cerf, lui chasse la biche du grand veneur. Soyez tranquilles, messieurs. Il est plus près du terrain que nous, et il y sera avant nous. »« Oui, dit Livarot, mais fatigué, harassé, n'ayant pas dormi. » Entraguet haussa les épaules. « Est-ce que Bussy se fatigue ?» répliqua-t-il. « Allons, en route, messieurs. Nous le prendrons en passant. » Tous se mirent en marche. C'était juste le moment où Henri distribuait les épées à leurs ennemis. Ils avaient donc 10 minutes à peu près d'avance sur eux. Comme Entraguet demeurait vers Saint-Eustache, ils prirent la rue des Lombards, la rue de la Verrerie et enfin la rue Saint-Antoine. Toutes ces rues étaient désertes. Les paysans qui venaient de Montreuil, de Vincennes ou de Saint-Maur-les-Fossés, avec leurs laits et leurs légumes, et qui dormaient sur leurs chariots ou sur leurs mules, étaient seuls admis à voir cette fière escouade de 3 vaillants hommes suivis de leurs 3 pages et de leurs 3 écuyers. Plus de bravade, plus de cris, plus de menaces. Lorsqu'on se bat pour tuer ou pour être tué, qu'on sait que le duel, de part et d'autre, sera acharné, mortel, sans miséricorde, on réfléchit. Les plus étourdis des 3 étaient, ce matin-là,
les plus rêveurs. En arrivant à la hauteur de la rue Sainte-Catherine, tous trois portèrent, avec un sourire qui indiquait qu'une même pensée les tenait en ce moment, leurs yeux vers la petite maison de Montsoreau. « On verra bien de là, dit Entraguet, et je suis sûr que la pauvre Diane viendra plus d'une fois à sa fenêtre. »« Tiens, dit Ribérac, elle y est déjà venue, ce me semble. »« Pourquoi cela ? Elle est ouverte. »« C'est vrai. Mais pourquoi cette échelle dressée devant la fenêtre, quand le logis a des portes ? » ?»« En effet, c'est bizarre, dit Entraguet. Tous trois s'approchèrent de la maison, avec le pressentiment intérieur qu'ils marchaient à quelque grave révélation. « Et nous ne sommes pas les seuls à nous étonner, dit Livarot. Voyez ces paysans qui passent et qui se dressent dans leur voiture pour regarder. » Les jeunes gens arrivèrent sous le balcon. Un maraîcher y était déjà et semblait examiner la terre. « Eh, seigneur de Montsoreau !» cria Entraguet. « Venez-vous nous voir ? En ce cas, dépêchez-vous, car nous tenons à arriver les premiers. » Ils attendirent, mais inutilement. « Personne ne répond, » dit Ribérac. « Mais pourquoi diable cette échelle ?»« Eh, manant !» dit Livarot au maraîcher. « Que fais-tu là ? Est-ce que c'est toi qui as dressé cette échelle ?»« Dieu m'en garde, messieurs, » répondit-il. « Et pourquoi cela ? demanda Entraguet. « Regardez donc là-haut. » Tous trois levèrent la tête. « Du sang !» s'écria Ribérac. « Ma foi, oui, du sang, » dit le villageois, « et qui est bien noir même. »« La porte a été forcée, » dit en même temps le page d'Entraguet. Entraguet jeta un coup d'œil de la porte à la fenêtre, et, saisissant l'échelle, il fut sur le balcon en une seconde. Il plongea son regard dans la chambre. « Qu'y a-t-il donc ?» demandèrent les autres, qui le virent chanceler et pâlir. Un cri terrible fut sa seule réponse. Livarot était monté derrière lui. « Des cadavres ? La mort partout !» s'écria le jeune homme. Et tous deux entrèrent dans la chambre. Ribérac resta en bas, de peur de surprise. Pendant ce temps, le maraîcher arrêtait, par ses exclamations, tous les passants. La chambre portait partout les traces de l'horrible lutte de la nuit. Les taches, ou plutôt une rivière de sang, s'étaient étendues sur le carreau. Les tentures étaient hachées de coups d'épée et de balles de pistolet. Les meubles gisaient, brisés et rouges, dans des débris de chair et de vêtements. « Oh, Rémi, le pauvre Rémi !» dit tout à coup Entraguet. « Mort ?» demanda Livarot. « Déjà froid. »« Mais il faut donc, » s'écria Livarot, « qu'un régiment de reîtres ait passé par cette chambre. » En ce moment, Livarot vit la porte du corridor ouverte. Des traces de sang indiquaient que, de ce côté aussi, avait eu lieu la lutte. Il suivit les terribles vestiges et vint jusqu'à l'escalier. La cour était vide et solitaire. Pendant ce temps, Entraguet, au lieu de le suivre, prenait le chemin de la chambre voisine. Il y avait du sang partout. Le sang conduisait à la fenêtre. Il se pencha sur son appui et plongea son œil effrayé sur le petit jardin. Le treillage de fer retenait encore le cadavre livide et roide du malheureux Bussy. À cette vue, ce ne fut pas un cri, mais un rugissement qui s'échappa de la poitrine d'Entraguet. Livarot accourut. « Regarde !» dit Entraguet. « Bussy, mort !»« Bussy assassiné ! Précipité par une fenêtre ! Entre, Ribérac, entre !» Pendant ce temps, Livarot s'élançait dans la cour et rencontrait au bas de l'escalier Ribérac, qui l'emmenait avec lui. Une petite porte, qui communiquait de la cour au jardin, leur donna passage. « C'est bien lui !» s'écria Livarot. « Il a le poing haché, » dit Ribérac. « Il a 2 balles dans la poitrine. Il est criblé de coups de dague. Ah, pauvre Bussy !» hurlait Entraguet. « Vengeance ! Vengeance !» En se retournant, Livarot heurta un second cadavre. « Montsoreau !» cria-t-il. « Quoi ? Montsoreau aussi ? Oui, Montsoreau, percé comme un crible, et qui a eu la tête brisée sur le pavé. Ah, ça ! Mais on a donc assassiné tous nos amis cette nuit. »« Et sa femme ! Sa femme !» cria Entraguet. « Diane, Madame Diane !»
Personne ne répondit, excepté la populace qui commençait à fourmiller autour de la maison. C'est en ce moment que le roi et Chicot arrivaient à la hauteur de la rue Sainte-Catherine et se détournaient pour éviter le rassemblement. « Bussy, pauvre Bussy !» s'écriait Ribérac, désespéré. « Oui, dit Entraguet, on a voulu se défaire du plus terrible de nous tous. »« C'est une lâcheté, c'est une infamie !» crièrent les deux autres jeunes gens. « Allons nous plaindre au duc !» cria l'un d'eux. « Non pas, dit Entraguet, ne chargeons personne du soin de notre vengeance. Nous serions mal vengés, ami. Attends-moi. » En une seconde, il descendit et rejoignit Livarot et Ribérac. « Mes amis, dit-il, regardez cette noble figure du plus brave des hommes. Voyez les gouttes encore vermeilles de son sang. Celui-là nous donne l'exemple. Celui-là ne chargeait personne du soin de le venger. Bussy, Bussy, nous ferons comme toi. Et sois tranquille, nous nous vengerons. » En disant ces mots, il se découvrit, posa ses lèvres sur les lèvres de Bussy, et, tirant son épée, il la trempa dans son sang. « Bussy, dit-il, je jure sur ton cadavre que ce sang sera lavé dans le sang de tes ennemis. »« Bussy, dirent les autres, nous jurons de tuer ou de mourir. »« Messieurs, dit Entraguet, remettant son épée au fourreau, pas de merci, pas de miséricorde, n'est-ce pas ?» Les deux jeunes gens étendirent la main sur le cadavre. « Pas de merci, pas de miséricorde, » répétèrent-ils. « Mais, dit Livarot, nous ne serons plus que 3 contre 4. »« Oui, mais nous n'aurons assassiné personne, nous, » dit Entraguet, « et Dieu fera fort ceux qui sont innocents. Adieu, Bussy. »« Adieu, Bussy, » répétèrent les deux autres compagnons. Et ils sortirent, l'effroi dans l'âme et la pâleur au front, de cette maison maudite. Ils y avaient trouvé, avec l'image de la mort, ce désespoir profond qui centuple les forces. Ils y avaient recueilli cette indignation généreuse qui rend l'homme supérieur à son essence mortelle. Ils percèrent avec peine la foule, tant, en un quart d'heure, la foule était devenue considérable. En arrivant sur le terrain, ils trouvèrent leurs ennemis qui les attendaient, les uns assis sur des pierres, les autres pittoresquement campés sur les barrières de bois. Ils firent les derniers pas en courant, honteux d'arriver les derniers. Les 4 mignons avaient avec eux 4 écuyers. Leurs 4 épées, posées à terre, semblaient attendre et se reposer comme eux. « Messieurs, dit Caylus en se levant et en saluant avec une espèce de morgue hautaine, nous avons eu l'honneur de vous attendre. »« Excusez-nous, messieurs, dit Entraguet, mais nous fussions arrivés avant vous sans le retard d'un de nos compagnons. »« Monsieur de Bussy, fit d'Épernon. Effectivement, je ne le vois pas. Il paraît qu'il se fait tirer l'oreille, ce matin. »« Nous avons bien attendu jusqu'à présent, dit Schomberg. Nous attendrons bien encore. »« Monsieur de Bussy ne viendra pas, répondit Entraguet. Une stupeur profonde se peignit sur tous les visages. Celui de d'Épernon seul exprima un autre sentiment. « Il ne viendra pas, dit-il. Ah ah, le brave des braves a donc peur ? » Ce ne peut être pour cela, reprit Caylus. « Vous avez raison, monsieur, dit Livarot. Et pourquoi ne viendra-t-il pas ? Demanda Maugiron. Parce qu'il est mort, répliqua Entraguet. Mort ? S'écrièrent les mignons. D'Épernon ne dit rien, et pâlit même légèrement. Et mort assassiné, reprit Entraguet. Ne le savez-vous pas, messieurs ? Non, dit Caylus. Et pourquoi le saurions-nous ? D'ailleurs, est-ce sûr ? Demanda d'Épernon. Entraguet tira sa rapière. Si sûr, dit-il, que voilà son sang sur mon épée. Assassiné ? S'écrièrent les 3 amis du roi. Monsieur de Bussy assassiné ? D'Épernon continuait de secouer la tête d'un air de doute. Ce sang crie vengeance, dit Ribérac. Ne l'entendez-vous pas, messieurs ? Ah ça, reprit Schomberg, on dirait que votre douleur a un sens. Pardieu, fit Entraguet. Qu'est-ce à dire ? S'écria Caylus. Cherche à qui le crime profite, dit le légiste, murmura Livarot. Ah ça, messieurs, vous expliquerez-vous haut et clair, dit Maugiron d'une voix tonnante. Nous venons justement pour cela, messieurs, dit Ribérac,
et nous avons plus de sujets qu'il n'en faut pour nous égorger 100 fois. Alors, vite, l'épée à la main, dit d'Épernon en tirant son arme du fourreau. Et faisons vite. Oh oh, vous êtes bien pressé, monsieur le Gascon, dit Livaro. Vous ne chantiez pas si haut quand nous étions 4 contre 4. Est-ce notre faute, si vous n'êtes plus que 3, répondit d'Épernon. Oui, c'est votre faute, s'écria Entraguet. Il est mort parce qu'on l'aimait mieux couché dans la tombe que debout sur le terrain. Il est mort le poing coupé, pour que son poing ne pût plus soutenir son épée. Il est mort parce qu'il fallait à tout prix éteindre ses yeux, dont l'éclair vous eût ébloui tous 4. Comprenez-vous? Suis-je clair? Schomberg, Maugiron et d'Épernon hurlaient de rage. Assez, assez, messieurs, dit Caylus. Retirez-vous, monsieur d'Épernon. Nous nous battrons 3 contre 3. Ces messieurs verront alors si, malgré notre droit, nous sommes gens à profiter d'un malheur que nous déplorons comme eux. Venez, messieurs, venez, ajouta le jeune homme en jetant son chapeau en arrière et en levant la main gauche, tandis que de la droite, il faisait siffler son épée. Venez, et, en nous voyant combattre à ciel ouvert et sous le regard de Dieu, vous pourrez juger si nous sommes des assassins. Allons, de l'espace, de l'espace. Ah, je vous haïssais, dit Schomberg. Maintenant, je vous exècre. Et moi, dit Entraguet, il y a 1 heure que je vous eusse tué. Maintenant, je vous égorgerai. En garde, messieurs, en garde. Avec nos pourpoints ou sans pourpoints, demanda Schomberg. Sans pourpoints, sans chemise, dit Entraguet. La poitrine à nu, le cœur à découvert. Les jeunes gens jetèrent leurs pourpoints et arrachèrent leurs chemises. Tiens, dit Caylus en se dévêtant, j'ai perdu ma dague. Elle tenait mal au fourreau et sera tombée en route. Où vous l'aurez laissée chez monsieur de Montsoreau? Place de la Bastille, dit Entraguet. Dans quelque fourreau dont vous n'aurez pas osé la retirer. Caylus poussa un hurlement de rage et tomba en garde. Mais il n'a pas de dague, monsieur Entraguet. Il n'a pas de dague, cria Chicot, qui arrivait en ce moment sur le champ de bataille. Tant pis pour lui, dit Entraguet, ce n'est point ma faute. Et, tirant sa dague de la main gauche, il tomba en garde de son côté. 37. Le combat. Le terrain sur lequel allait avoir lieu cette terrible rencontre était ombragé d'arbres, ainsi que nous l'avons vu, et situé à l'écart. Il n'était fréquenté d'ordinaire que par les enfants qui venaient y jouer le jour, ou les ivrognes et les voleurs qui venaient y dormir la nuit. Les barrières, dressées par les marchands de chevaux, écartaient naturellement la foule, qui, semblable au flot d'une rivière, suit toujours un courant et ne s'arrête ou ne revient qu'attiré par quelque remous. Les passants longeaient cet espace et ne s'y arrêtaient point. D'ailleurs, il était de trop bonne heure, et l'empressement général se portait vers la maison sanglante de Montsoreau. Chicot, le cœur palpitant, bien qu'il ne fût pas fort tendre de sa nature, s'assit en avant des laquais et des pages sur une balustrade de bois. Il n'aimait pas les angevins, il détestait les mignons, mais les uns et les autres étaient de braves jeunes gens, et sous leur chair courait un sang généreux que bientôt on allait voir jaillir au grand jour. D'Épernon voulut risquer une dernière fois la bravade. « Quoi? On a donc bien peur de moi » s'écria-t-il. « Taisez-vous, bavard » lui dit Entraguet. « J'ai mon droit » répliqua d'Épernon. « La partie fut liée à 8. »« Allons, au large » dit Ribérac, impatienté en lui barrant le passage. Il s'en revint avec des airs de tête superbe et rengaina son épée. « Venez, dit Chicot, venez, fleur des braves, sans quoi vous allez perdre encore une paire de souliers comme hier. »« Que dit ce maître fou ? » ?»« Je dis que tout à l'heure, il y aura du sang par terre, et vous marcheriez dedans comme vous fîtes cette nuit. » D'Épernon devint blafard. Toute sa jactance tombait sous ce terrible reproche. Il s'assit à 10 pas de Chicot, qu'il ne regardait plus sans terreur. Ribérac et Schomberg s'approchèrent après le salut d'usage. Caylus et Entraguet, qui, depuis un instant déjà, étaient tombés en garde, engagèrent le fer en faisant un pas en avant. Maugiron et Livaro, appuyés chacun sur une barrière, se guettaient en faisant des feintes sur place pour engager l'épée dans leur garde favorite.
Le combat commença comme 5 heures sonnaient à Saint-Paul. La fureur était peinte sur les traits des combattants, mais leurs lèvres serrées, leur pâleur menaçante, l'involontaire tremblement du poignet indiquaient que cette fureur était maintenue par eux à force de prudence, et que, pareille à un cheval fougueux, elle ne s'échapperait point sans de grands ravages. Il y eut durant plusieurs minutes, ce qui est un espace de temps énorme, un frottement d'épée qui n'était pas encore un cliquetis. Pas un coup ne fut porté. Ribérac, fatigué ou plutôt satisfait d'avoir tâté son adversaire, baissa la main et attendit un moment. Schomberg fit 2 pas rapides et lui porta un coup qui fut le premier éclair sorti du nuage. Ribérac fut frappé, sa peau devint livide et un jet de sang sortit de son épaule. Il rompit pour se rendre compte à lui-même de sa blessure. Schomberg voulut renouveler le coup, mais Ribérac releva son épée par une parade de prime et lui porta un coup qui l'atteignit au côté. Chacun avait sa blessure. « Maintenant, reposons-nous quelques secondes, si vous voulez, » dit Ribérac. Cependant, Caylus et Entraguet s'échauffaient de leur côté, mais Caylus, n'ayant pas de dague, avait un grand désavantage. Il était obligé de parer avec son bras gauche, et, comme son bras était nu, chaque parade lui coûtait une blessure. Sans être atteint grièvement, au bout de quelques secondes, il avait la main complètement ensanglantée. Entraguet, au contraire, comprenant tout son avantage, et non moins habile que Caylus, parait avec une mesure extrême. 3 coups de riposte portèrent, et, sans être touché grièvement, le sang s'échappa de la poitrine de Caylus par 3 blessures. Mais, à chaque coup, Caylus répéta « Ce n'est rien ». Livarot et Maugiron en étaient toujours à la prudence. Quant à Ribérac, furieux de douleur et sentant qu'il commençait à perdre ses forces avec son sang, il fondit sur Schomberg. Schomberg ne recula pas d'un pas et se contenta de tendre son épée. Les 2 jeunes gens firent coup fourré. Ribérac eut la poitrine traversée, et Schomberg fut blessé au cou. Ribérac, blessé mortellement, porta la main gauche à sa plaie en se découvrant. Schomberg en profita pour porter à Ribérac un second coup qui lui traversa les chairs. Mais Ribérac, de sa main droite, saisit la main de son adversaire et, de la gauche, lui enfonça dans la poitrine sa dague jusqu'à la coquille. La lame aiguë traversa le cœur. Schomberg poussa un cri sourd et tomba sur le dos, entraînant avec lui Ribérac, toujours traversé par l'épée. Livarot, voyant tomber son ami, fit un pas de retraite rapide et courut à lui, poursuivi par Maugiron. Il gagna plusieurs pas dans la course et, aidant Ribérac dans les efforts qu'il faisait pour se débarrasser de l'épée de Schomberg, il lui arracha cette épée de la poitrine. Mais alors, rejoint par Maugiron, force lui fut de se défendre avec le désavantage d'un terrain glissant, d'une garde mauvaise et du soleil dans les yeux. Au bout d'une seconde, un coup d'estoc ouvrit la tête de Livarot qui laissa échapper son épée et tomba sur les genoux. Caylus était vivement serré par Entraguet. Maugiron se hâta de percer Livarot d'un coup de pointe. Livarot tomba tout à fait. D'Épernon poussa un grand cri. Caylus et Maugiron restaient contre le seul Entraguet. Caylus était tout sanglant, mais de blessures légères. Maugiron était à peu près sauf. Entraguet comprit le danger. Il n'avait pas reçu la moindre égratignure, mais il commençait à se sentir fatigué. Ce n'était cependant pas le moment de demander trêve à un homme blessé et à un autre tout chaud de carnage. D'un coup de fouet, il écarta violemment l'épée de Caylus, et, profitant de l'écartement du fer, il sauta légèrement par-dessus une barrière. Caylus revint par un coup de taille, mais qui n'entama que le bois. Mais, en ce moment, Maugiron attaqua Entraguet de flanc. Entraguet se retourna. Caylus profita du mouvement pour passer sous la barrière. « Il est perdu, » dit Chicot. « Vive le roi » dit d'Épernon. « Hardi, mes lions, hardi !»« Monsieur, du silence, s'il vous plaît, » dit Entraguet. « N'insultez pas un homme qui se battra jusqu'au dernier souffle. »« Et qui n'est pas encore mort !» s'écria Livarot. Et, au moment où nul ne pensait plus à lui, hideux de la fange sanglante qui lui couvrait le corps, il se releva sur ses genoux et plongea sa dague entre les épaules de Maugiron, qui tomba comme une masse en soupirant.
Jésus, mon Dieu, je suis mort. Livaro retomba évanoui. L'action et la colère avaient épuisé le reste de ses forces. « Monsieur de Caylus, dit Antraguet, baissant son épée, vous êtes un homme brave. Rendez-vous, je vous offre la vie. »« Et pourquoi me rendre ?» dit Caylus. « Suis-je à terre ? Non. Mais vous êtes criblé de coups, et moi, je suis sain et sauf. »« Vive le roi !» cria Caylus. « J'ai encore mon épée, monsieur. » Et il se fendit sur Antraguet, qui para le coup, si rapide qu'il eût été. « Non, monsieur, vous ne l'avez plus, dit Antraguet, saisissant à pleine main la lame près de la garde. Et il tordit le bras de Caylus, qui lâcha l'épée. Seulement Antraguet se coupa légèrement un doigt de la main gauche. « Oh !» hurla Caylus. « Une épée ! Une épée !» Et, se lançant sur Antraguet d'un bond de tigre, il l'enveloppa de ses deux bras. Antraguet se laissa prendre au corps, et, passant son épée dans sa main gauche et sa dague dans sa main droite, il se mit à frapper sur Caylus sans relâche et partout, s'éclaboussant à chaque coup de sang de son ennemi, à qui rien ne pouvait faire lâcher prise, et qui criait à chaque blessure « Vive le roi !» Il réussit même à retenir la main qui le frappait, et à garrotter, comme eût fait un serpent, son ennemi intact entre ses jambes et ses bras. Antraguet sentit que la respiration allait lui manquer. En effet, il chancela et tomba, mais, en tombant, comme si tout le devait favoriser ce jour-là, il étouffa, pour ainsi dire, le malheureux Caylus. « Vive le roi !» murmura ce dernier, à l'agonie. Antraguet parvint à dégager sa poitrine de l'étreinte. Il se roidit sur un bras, et, le frappant d'un dernier coup qui lui traversa la poitrine, « Tiens, lui dit-il, es-tu content ?»« Vive le roi !» articula Caylus, les yeux à demi fermés. Ce fut tout. Le silence et la terreur de la mort régnaient sur le champ de bataille. Antraguet se releva tout sanglant, mais du sang de son ennemi. Il n'avait, comme nous l'avons dit, qu'une égratignure à la main. D'épernon, épouvanté, fit un signe de croix et prit la fuite, comme s'il eût été poursuivi par un spectre. Antraguet jeta sur ses compagnons et ses ennemis, morts et mourants, le même regard qu'Horace dut jeter sur le champ de bataille qui décidait les destins de Rome. Chicot secourut et releva Caylus, qui rendait son sang par 19 blessures. Le mouvement le ranima. Il rouvrit les yeux. « Antraguet, sur l'honneur, dit-il, je suis innocent de la mort de Bussy. »« Oh, je vous crois, monsieur, » fit Antraguet, attendri. « Je vous crois. »« Fuyez, murmura Caylus, fuyez, le roi ne vous pardonnerait pas. »« Et moi, monsieur, je ne vous abandonnerai pas ainsi, » dit Antraguet. « Dût l'échafaud me prendre. »« Sauvez-vous, jeune homme, » dit Chicot, « et ne tentez pas Dieu. Vous vous sauvez par un miracle, n'en demandez pas deux le même jour. » Antraguet s'approcha de Ribérac, qui respirait encore. « Eh bien ?» demanda celui-ci. « Nous sommes vainqueurs, » répondit Antraguet à voix basse pour ne pas offenser Caylus. « Merci, » dit Ribérac. « Va-t'en. » Et il retomba évanoui. Antraguet ramassa sa propre épée, qu'il avait laissée tomber dans la lutte, puis celle de Caylus, de Schomberg et de Maugiron. « Achevez-moi, monsieur, » dit Caylus, « ou laissez-moi mon épée. »« La voici, monsieur le comte, » dit Antraguet en la lui offrant avec un salut respectueux. Une larme brilla aux yeux du blessé. « Nous eussions pu être amis, » murmura-t-il. Antraguet lui tendit la main. « Bien, » fit Chicot, « c'est on ne peut plus chevaleresque. Mais sauve-toi, Antraguet, tu es digne de vivre. »« Et mes compagnons ?» demanda le jeune homme. « J'en aurai soin, comme des amis du roi. » Antraguet s'enveloppa du manteau que lui tendait son écuyer, afin que l'on ne vît pas le sang dont il était couvert, et, laissant les morts et les blessés au milieu des pages et des laquais, il disparut par la porte Saint-Antoine. 38. Conclusion. Le roi, pâle d'inquiétude et frémissant au moindre bruit, arpentait la salle d'armes, conjecturant, avec l'expérience d'un homme exercé,
tout le temps que ses amis avaient dû employer à joindre et à combattre leurs adversaires, ainsi que toutes les chances bonnes ou mauvaises que leur donnaient leur caractère, leur force et leur adresse. À cette heure, avait-il dit d'abord, ils traversent la rue Saint-Antoine. Ils entrent dans le champ clos, maintenant. On dégaine. À cette heure, ils sont aux mains. Et, à ces mots, le pauvre roi, tout frissonnant, s'était mis en prière. Mais le fond du cœur absorbait d'autres sentiments, et cette dévotion des lèvres ne faisait que glisser à la surface. Au bout de quelques secondes, le roi se releva. « Pourvu que Caylus, dit-il, se souvienne de ce coup de riposte que je lui ai montré, en parant avec l'épée et en frappant avec la dague. Quant à Schomberg, l'homme de sang-froid, il doit tuer ce Ribérac. Maugiron, s'il n'a pas mauvaise chance, se débarrassera vite de Livaro. Mais d'Épernon, oh, celui-là est mort. Heureusement que c'est celui des 4 que j'aime le moins. Mais, malheureusement, ce n'est pas le tout qu'il soit mort. C'est que, lui mort, Bussy, le terrible Bussy, retombe sur les autres en se multipliant. Ah, mon pauvre Caylus, mon pauvre Schomberg, mon pauvre Maugiron. Sire, dit à la porte la voix de Crillon. Quoi, déjà s'écria le roi. Non, sire, je n'apporte aucune nouvelle, si ce n'est que le duc d'Anjou demande à parler à votre majesté. Et pourquoi faire demanda le roi, dialoguant toujours à travers la porte. Il dit que le moment est venu pour lui d'apprendre à votre majesté quel genre de service il lui a rendu, et que ce qu'il a à dire au roi calmera une partie des craintes qui l'agitent en ce moment. Eh bien, allez donc, dit le roi. En ce moment, et comme Crillon se retournait pour obéir, un pas rapide retentit par les montées, et l'on entendit une voix qui disait à Crillon « Je veux parler au roi à l'instant même !» Le roi reconnut la voix et ouvrit lui-même. « Viens, Saint-Luc, viens, dit-il. Qu'y a-t-il encore ? Mais qu'as-tu, mon Dieu ? Et qu'est-il arrivé ? Sont-ils morts ?» En effet, Saint-Luc, pâle, sans chapeau, sans épée, tout marbré de taches de sang, se précipitait dans la chambre du roi. « Sire !» s'écria Saint-Luc en se jetant aux genoux du roi. « Vengeance ! Je viens vous demander vengeance !»« Mon pauvre Saint-Luc, dit le roi, qu'y a-t-il donc ? Parle, et qui peut te causer un pareil désespoir ? Sire, un de vos sujets, le plus noble, un de vos soldats, le plus brave. » La parole lui manqua. « Hein ?» fit en avançant Crillon, qui croyait avoir des droits à ce dernier titre surtout. « A été égorgé cette nuit. Traîtreusement égorgé, assassiné, acheva Saint-Luc. Le roi, préoccupé d'une seule idée, se rassura. Ce n'était aucun de ses 4 amis, puisqu'il les avait vus le matin. « Égorgé ? Assassiné ? Cette nuit ? dit le roi. De qui parles-tu donc, Saint-Luc ? Sire, vous ne l'aimez pas, je le sais bien, continua Saint-Luc. Mais il était fidèle, et, dans l'occasion, je vous le jure, il eût donné tout son sang pour votre majesté, sans quoi il n'eût pas été mon ami. Ah, fit le roi, qui commençait à comprendre. Et quelque chose comme un éclair, sinon de joie, du moins d'espérance, illumina son visage. Vengeance, sire, pour monsieur de Bussy, cria Saint-Luc. Vengeance! Pour monsieur de Bussy, répéta le roi en appuyant sur chaque mot. Oui, pour monsieur de Bussy, que 20 assassins ont poignardé cette nuit. Eh bien, leur en a pris d'être 20, car il en a tué 14. Monsieur de Bussy, mort? Oui, sire. Alors, il ne se bat pas ce matin, dit tout à coup le roi, emporté par un mouvement irrésistible. Saint-Luc lança au roi un regard qu'il ne put soutenir en se détournant. Il vit Crillon qui, toujours debout près de la porte, attendait de nouveaux ordres. Il lui fit signe d'amener le duc d'Anjou. « Non, sire !» ajouta Saint-Luc d'une voix sévère. « Monsieur de Bussy ne s'est point battu, en effet, et voilà pourquoi je viens demander non pas vengeance, comme j'ai eu tort de le dire à votre majesté, mais justice, car j'aime mon roi, et surtout l'honneur de mon roi par-dessus toute chose, et je trouve qu'en poignardant monsieur de Bussy, on a rendu un déplorable service à votre majesté. » Le duc d'Anjou venait d'arriver à la porte. Il s'y tenait debout et immobile comme une statue de bronze. Les paroles de Saint-Luc avaient éclairé le roi. Elles lui rappelaient le service que son frère prétendait lui avoir rendu. Son regard se croisa avec celui du duc, et il n'eut plus de doute,
car en même temps qu'il lui répondait oui du regard, le duc avait fait de haut en bas un signe imperceptible de tête. « Savez-vous ce que l'on va dire maintenant » s'écria Saint-Luc. « On va dire, si vos amis sont vainqueurs, qu'ils ne le sont que parce que vous avez fait égorger Bussy. »« Et qui dit cela, monsieur ?» demanda le roi. « Pardieu, tout le monde » dit Crillon, se mêlant, sans façon et comme d'habitude, à la conversation. « Non, monsieur, » dit le roi, inquiet et subjugué par cette opinion de celui qui était le plus brave de son royaume depuis que Bussy était mort. « Non, monsieur, on ne le dira pas, car vous me nommerez l'assassin. » Saint-Luc vit une ombre se projeter. C'était le duc d'Anjou, qui venait de faire 2 pas dans la chambre. Il se retourna et le reconnut. « Oui, sire, je le nommerai, » dit-il en se relevant, « car je veux à tout prix disculper votre majesté d'une si abominable action. »« Eh bien, dites. » Le duc s'arrêta et attendit tranquillement. « Sire, » reprit Saint-Luc, « cette nuit, on a fait tomber Bussy dans un piège, tandis qu'il rendait visite à une femme dont il était aimé. Le mari, prévenu par un traître, est rentré chez lui avec des assassins. Il y en avait partout, dans la rue, dans la cour et jusque dans le jardin. Si tout n'eût pas été fermé, comme nous l'avons dit, dans la chambre du roi, on eût pu voir, malgré sa puissance sur lui-même, pâlir le prince à ses dernières paroles. « Bussy s'est défendu comme un lion, sire, mais le nombre l'a emporté et il est mort, » interrompit le roi, « et mort justement, car je ne vengerai certes pas un adultère. »« Sire, je n'ai pas fini mon récit, » reprit Saint-Luc. Le malheureux, après s'être défendu, près d'une demi-heure dans la chambre, après avoir triomphé de ses ennemis, le malheureux se sauvait, blessé, sanglant, mutilé. Il ne s'agissait plus que de lui tendre une main secourable, que je lui eusse tendue, moi, si je n'eusse été arrêté avec la femme qu'il m'avait confiée par ses assassins. Si je n'eusse été garrotté, bâillonné. Malheureusement, on avait oublié de m'ôter la vue comme on m'avait ôté la parole. Et j'ai vu, sire, j'ai vu 2 hommes s'approcher du malheureux Bussy, suspendu par la cuisse aux lances d'une grille de fer. J'ai entendu le blessé leur demander secours, car, dans ces 2 hommes, il avait le droit de voir 2 amis. Eh bien, l'un, sire, c'est horrible à raconter, mais croyez-le, c'était encore bien plus horrible à voir et à entendre. L'un a ordonné de faire feu, et l'autre a obéi. Crillon serra les poings et fronça le sourcil. « Et vous connaissez l'assassin » demanda le roi, ému malgré lui. « Oui, » dit Saint-Luc. Et, se retournant vers le prince, en chargeant sa parole et son geste de toute sa haine si longtemps contenue, « C'est monseigneur, dit-il. L'assassin, c'est le prince. L'assassin, c'est l'ami. » Le roi s'attendait à ce coup. Le duc le supporta sans sourciller. « Oui, dit-il tranquillement. Oui, monsieur de Saint-Luc a bien vu et bien entendu. C'est moi qui ai fait tuer monsieur de Bussy, et votre majesté appréciera cette action, car monsieur de Bussy était mon serviteur, c'est vrai. Mais ce matin, quelque chose que j'ai pu lui dire, monsieur de Bussy devait porter les armes contre votre majesté. »« Tu mens, assassin ! Tu mens !» s'écria Saint-Luc. « Bussy percé de coups, Bussy la main hachée de coups d'épée, l'épaule brisée d'une balle, Bussy pendant accroché par la cuisse au treillis de fer. Bussy n'était plus bon qu'à inspirer de la pitié à ses plus cruels ennemis, et ses plus cruels ennemis l'eussent secouru. Mais toi, l'assassin de la Mole et de Coconas, tu as tué Bussy, comme, les uns après les autres, tous tes amis. Tu as tué Bussy, non parce qu'il était l'ennemi de ton frère, mais parce qu'il était le confident de tes secrets. Ah, Montsoreau savait bien, lui, pourquoi tu faisais ce crime. « Cordieu, murmura Crillon, que ne suis-je le roi ?»« On m'insulte chez vous, mon frère, dit le duc, blême de terreur, car, entre la main convulsive de Crillon et le regard sanglant de Saint-Luc, il ne se sentait pas en sûreté. « Sortez, Crillon, dit le roi. Crillon sortit. « Justice, sire, justice !» continua de crier Saint-Luc. « Sire, dit le duc, punissez-moi d'avoir sauvé ce matin les amis de votre majesté et d'avoir donné une éclatante justice à votre cause qui est la mienne.
Et moi, reprit Saint-Luc, ne se possédant plus, je te dis que la cause dont tu es une cause maudite. Et qu'où tu passes doit s'abattre sur tes pas la colère de Dieu. Sire, sire, votre frère a protégé nos amis. Malheur à eux. Le roi sentit passer en lui comme un frisson de terreur. En ce moment même, on entendit au dehors une vague rumeur, puis des pas précipités, puis des interrogatoires empressés. Il se fit un profond silence. Au milieu de ce silence, et comme si une voix du ciel venait donner raison à Saint-Luc, 3 coups, frappés avec lenteur et solennité, ébranlèrent la porte sous le poing vigoureux de Crillon. Une sueur froide inonda les tempes de Henri et bouleversa les traits de son visage. « Vaincus !» s'écria-t-il. « Nos pauvres amis vaincus !»« Que vous disais-je, sire ?» s'écria Saint-Luc. Le duc joignit les mains avec terreur. « Vois-tu, lâche !» s'écria le jeune homme avec un superbe effort. « Voilà comme les assassinats sauvent l'honneur des princes. Viens donc m'égorger aussi. Je n'ai pas d'épée. » Et il lança son gant de soie au visage du duc. François poussa un cri de rage et devint livide. Mais le roi ne vit rien, n'entendit rien. Il avait laissé tomber son front entre ses mains. « Oh !» murmura-t-il, « mes pauvres amis, ils sont vaincus, blessés. Oh ! Qui me donnera d'eux des nouvelles certaines ?»« Moi, sire, » dit Chicot. Le roi reconnut cette voix amie et tendit ses bras en avant. « Eh bien ?» dit-il. « 2 sont déjà morts, et le 3e va rendre le dernier soupir. »« Quel est ce 3e qui n'est pas encore mort ?»« Caylus, sire. »« Et où est-il ? » ?»« À l'hôtel Boissy, où je l'ai fait transporter. » Le roi n'en écouta point davantage et s'élança hors de l'appartement en poussant des cris lamentables. Saint-Luc avait conduit Diane chez son amie, Jeanne de Brissac, de là son retard à se présenter au Louvre. Jeanne passa 3 jours et 3 nuits à veiller la malheureuse femme, en proie aux plus atroces délires. Le 4e jour, Jeanne, brisée de fatigue, alla prendre un peu de repos, mais lorsqu'elle rentra, 2 heures après, dans la chambre de son amie, elle ne la trouva plus. On sait que Caylus, le seul des 3 combattants défenseurs de la cause du roi qui ait survécu à 19 blessures, mourut dans ce même hôtel de Boissy où Chicot l'avait fait transporter après une agonie de 30 jours, et entre les bras du roi. Henri fut inconsolable. Il fit faire à ses 3 amis de magnifiques tombeaux où ils étaient taillés en marbre et dans leur grandeur naturelle. Il fonda des messes à leur intention, les recommanda aux prières des prêtres et ajouta à ses oraisons habituelles ce distique qu'il répéta toute sa vie après ses prières du matin et du soir. Que Dieu reçoive en son giron Caylus, Schomberg et Maugiron. Pendant près de 3 mois, Crillon garda à vue le duc d'Anjou que le roi avait pris dans une haine profonde et auquel il ne pardonna jamais. On atteignit ainsi le mois de septembre, époque à laquelle Chicot, qui ne quittait pas son maître, et qui eût consolé Henri si Henri eût pu être consolé, reçut la lettre suivante, datée du prieuré de Beaune. Elle était écrite de la main d'un clerc. « Cher seigneur Chicot, l'air est doux dans notre pays, et les vendanges promettent d'être belles en Bourgogne cette année. On dit que le roi, notre sire, à qui j'ai sauvé la vie, à ce qu'il paraît, a toujours beaucoup de chagrin. Amenez-le au prieuré, cher monsieur Chicot, nous lui ferons boire d'un vin de 1550 que j'ai découvert dans mon cellier et qui est capable de faire oublier les plus grandes douleurs. Cela le réjouira, je n'en doute point. Car j'ai trouvé, dans les livres saints, cette phrase admirable. Le bon vin réjouit le cœur de l'homme. C'est très beau en latin. Je vous le ferai lire. Venez donc, cher monsieur Chicot. Venez avec le roi, venez avec monsieur d'Épernon, venez avec monsieur de Saint-Luc, et vous verrez que nous engraisserons tous. Le révérend prieur, Don Gorenflot, qui se dit votre humble serviteur et ami. P.S. Vous direz au roi que je n'ai pas encore eu le temps de prier pour l'âme de ses amis, comme il me l'avait recommandé, à cause des embarras que m'a donné mon installation. Mais aussitôt les vendanges faites, je m'occuperai certainement d'eux. Amen, dit Chicot. Voilà de pauvres diables bien recommandés à Dieu.
C'est la fin de ce roman. Merci pour votre écoute. À bientôt pour un prochain roman.